84 2 nautiques sur Top FM 092 over. Manfred 62 business, the transport check. First. La Baltique. Perçue d'abord comme une petite mer froide, peu profonde, et longtemps laissée aux pêcheurs et aux marchands d'ambre. Pourtant, dès le Moyen-Âge, elle est l'un des pôles économiques majeurs en Europe. Jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des points chauds de la géopolitique mondiale. 8 pays européens sont les riverains de la mer Baltique. Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, et puis il y a aussi la Russie et son morceau de territoire flanqué au cœur de l'Europe, Kaliningrad. Derrière ces lieux apparemment si paisibles et ces villes opulentes, se niche une longue et singulière histoire, tour à tour écrite par les Vikings et les chevaliers teutoniques, par la réunion des marchands de la Baltique, la Hanse, et puis par tous ces hommes en armes, guerre locale et annexion, tsar et gueux, Staline et nazis, extermination et frontières sans cesse redessinées, rideaux de fer et OTAN, et là-haut, la Russie qui ne rassure personne. Avec la fin de l'URSS, les Russes en mer Baltique ont perdu de leur puissance. Adieu Pologne, pays baltes, Allemagne de l'Est, adieu pays communistes. Violente réorganisation, certains diront dépeçage, vécue par la nouvelle Russie comme une humiliation. Et aujourd'hui, on peut s'inquiéter. Estonie, mars 2022. 3 semaines après l'invasion russe en Ukraine, 300 soldats français viennent ce jour-là renforcer la défense des pays baltes aux côtés d'autres bataillons européens. Ils sont réunis sous une bannière commune, celle de l'OTAN, la bête noire de la Russie voisine. Garde à vous. Ordre du jour numéro 6. Dans le contexte actuel de la grande tension sécuritaire, suite à l'invasion russe en Ukraine, notre chef des armées, le président de la République française, a déclaré « La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN, en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée pour assurer une présence dissuasive et être en mesure de participer à la défense du pays. Fermez le banc, repos. » On n'y est pas encore à la Troisième Guerre mondiale. Guerre mondiale ou pas, l'onde de choc de l'invasion russe est considérable sur le pourtour baltique. L'Estonie et ses 2 voisins baltes sont-ils les suivants sur la liste du Kremlin? Nous sommes ici dans un dispositif qui est totalement dissuasif, préventif et non agressif. Il s'agit de rassurer nos camarades estoniens, de leur dire qu'on est avec eux et qu'on participe à leur défense. Les forces de l'OTAN sont présentes depuis 2017 dans les 3 pays baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi qu'en Pologne. Depuis la guerre en Ukraine, cette présence s'est renforcée. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une posture dissuasive à une posture défensive. De plus en plus de contingents militaires arrivent ici. Ce que les soldats de la présence avancée renforcée ont fait, c'est de former nos alliés à la défense territoriale dans les pays baltes.
Kersti Kaljulaid fait partie de cette nouvelle génération de femmes présidentes ou premières ministres dans un pays de la mer Baltique. En Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Finlande, au Danemark, en Suède, en Norvège. Le jour où les drapeaux des Alliés ont été hissés sur la base militaire de Tapa, je me suis alignée avec les soldats d'autres pays qui venaient d'arriver. Les pays de la présence avancée renforcée de l'OTAN comprenaient des Britanniques, des Français, des Danois et des Islandais qui y contribuaient également. Et j'ai bien compris que Moscou avait vu ces images et n'aimait pas ça du tout. Quand je dis qu'évidemment nous n'avons aucune inquiétude et que l'OTAN nous protégera en toutes circonstances, je le crois. Mais d'un autre côté, l'OTAN doit toujours s'adapter. L'OTAN. Ce traité de l'Atlantique Nord a été signé aux États-Unis en 1949. Il fallait se prémunir de toute attaque de l'Union soviétique contre un pays membre de l'Europe occidentale. Le pacte de Varsovie sera la réponse communiste. Le pacte de Varsovie, l'équivalent à l'est de l'OTAN à l'ouest, a été renouvelé aujourd'hui pour 20 ans. La signature a eu lieu à Varsovie, où s'était déplacé le nouveau numéro 1 soviétique, M. Gorbatchev, qui effectuait là son premier voyage officiel à l'extérieur de l'URSS. 2 blocs et un rideau de fer. Pourtant, à cette époque, la Baltique communiste n'est pas qu'un lieu d'affrontement. Durant mon enfance, la mer Baltique était essentiellement pour moi le lieu des vacances d'été. On associe rarement ces images de vacances heureuses avec le joug communiste. Mais je me souviens que cette mer Baltique ne reliait pas vraiment les gens de l'autre côté de la mer Baltique, mais qu'elle divisait. C'était une mer frontière. C'était la mer de la confrontation. De la guerre froide. Je me souviens encore que les plages polonaises étaient surveillées par l'armée la nuit, pour voir si quelqu'un n'essayait pas de s'échapper ou d'entrer par la mer sans se faire remarquer. Ils espéraient voir des traces sur le sable. Le long des rives de la Baltique, aujourd'hui, d'anciens bunkers rappellent la militarisation séculaire. J'ai eu 18 ans en 1989. C'était exactement au moment de la fin du communisme en Pologne, de la fin du mur de Berlin. Tout était en train de changer. Je me souviens de la chaîne humaine La Voix Balte de 1989. C'était une manifestation commune aux 3 pays baltes pour montrer que nous existions et que nous pouvions maintenant nous tenir ensemble côte à côte. Bien sûr, cela n'a pas plu ni aux communistes ni à Moscou, mais ils ne pouvaient plus y faire grand-chose. L'Union soviétique était si faible. Je pense que c'était un message puissant envoyé au reste du monde que quelque chose était en train de changer. Et j'en étais partie prenante. J'étais à la frontière entre l'Estonie et la Lettonie. Je me souviens d'une chorale estonienne traversant la frontière lettonne à pied en chantant des chansons interdites à l'époque soviétique. Nous n'avions plus peur de rien. Je pense toujours que la vie des Estoniens, de ceux de ma génération, a radicalement changé. Nous étions libres, nous pouvions tout dire, faire ce que nous voulions, sortir de ce pays et y revenir. C'était sans précédent. La liberté a un prix, et dès leur indépendance en 1991, les pays baltes redoutent leurs grands voisins russes. Ils ont fait le choix de se rallier tous azimuts au monde occidental, qui évidemment s'en réjouit. Le pacte de Varsovie a disparu avec la chute du mur. Par contre, l'OTAN n'est pas dissoute, loin de là. Elle dispose aujourd'hui de l'adhésion de 30 pays, dont 21 de l'Union européenne. Et bientôt de la Suède et de la Finlande, ce qui constitue une véritable révolution pour ces 2 pays, jusque-là résolument neutres ou semi-neutres, et une insupportable provocation pour la Russie. Le cap que nous nous sommes fixés a été de nous assurer que nous ne serions pas seuls.
de rejoindre tous les clubs et organisations occidentales possibles, culminant avec notre adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN en 2004. Et depuis 2004, nous essayons de faire en sorte que, même si nous sommes à la périphérie d'un point de vue géographique de l'Union européenne, en ce qui concerne les processus de prise de décision, nous devons et nous voulons être présents au cœur même et au centre de l'Europe. Il y a un dicton qui dit que si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. La peur d'être mangé tout cru et le volontarisme affiché par les pays baltes leur ont donné une assise au cœur de la puissance européenne et face aux redoutés voisins russes. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que nous avons fait en sorte de nous assurer que la partie d'en face, la Fédération de Russie, sache que l'OTAN est basée en Estonie, prête à se battre dès le premier jour, et qu'il n'y a pas de place pour les erreurs d'appréciation dans les têtes, et en particulier dans celle qui dirige actuellement le Kremlin. Abondance d'images pour l'édification des opinions publiques des deux bords. Les Européens ne sont pas les seuls à la manœuvre. La Russie multiplie les exercices grandeur nature. Ça se passe à Kaliningrad, enclave russe nichée entre la Pologne et la Lituanie, en mer Baltique, au cœur de la Nouvelle Europe. Kaliningrad. Ce territoire allemand fut offert aux Russes en guise de prise de guerre en 1946. Les Allemands à l'époque eurent quelques heures pour plier bagages manu militari. Aujourd'hui, Kaliningrad compte près d'1 million d'habitants. Russes. En grande partie ravitaillés par Moscou, grâce à une ligne ferroviaire traversant la Lituanie et la Biélorussie. Kaliningrad reste l'un des derniers grands ports russes de la Baltique et surtout une base avancée au cœur du monde occidental. La Russie ne se prive pas de cet atout. Alors ici, sur la plupart des plages, les vacanciers ne sont pas les bienvenus. Depuis 2015, les missiles balistiques russes prolifèrent au gré des simulations de raids nucléaires. La baignade est fortement déconseillée. D'autant que la Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde. Jetée dans l'eau après la Seconde Guerre mondiale, armes chimiques, bombes en tout genre et épaves de bateaux de guerre. Sans compter produits chimiques et déchets industriels déversés quotidiennement. Nous trouvons dans la mer Baltique de nombreux vestiges de guerres passées. C'est pourquoi le déminage est pour nous une priorité. Il s'agit avant tout de munitions qui n'ont pas explosé pendant la guerre. Et c'est justement ces vieilles munitions qu'il faut évacuer. Nous l'avons également mentionné dans l'accord de coalition et je suis très optimiste. Nous parviendrons à faire des progrès dans ce domaine au cours des prochaines années. Il n'est pas dit que ces ambitions écologiques soient la première préoccupation de la Russie de Kaliningrad. Bien trop accaparée par la supposée menace des armées de l'OTAN. La Russie a en quelque sorte justifié le renforcement de son dispositif militaire à Kaliningrad
par la présence des forces de l'OTAN qui sont amassées dans les 3 pays baltes et en Pologne. Je pense que cela fait partie de la propagande russe de dire que la menace occidentale envers la région de Kaliningrad est réelle et que la Russie et Moscou doivent y répondre. Depuis la chute du mur et la faillite du communisme, l'Occident semblait avoir triomphé de l'impérialisme russe et quasiment figé les frontières dans le marbre. Certains évoquaient la fin de l'histoire, mais en fait pas du tout. La guerre froide était terminée. Les États-Unis et les pays occidentaux détenaient la supériorité technologique militaire. Ces raisons, et de nombreuses autres, ont amené les pays européens à penser qu'il n'y avait tout simplement pas de menace d'une guerre majeure. En conséquence, de nombreux pays européens, en réalité la majorité de ces pays, ont supprimé le service militaire, sont passés à une armée professionnelle de quelques dizaines de milliers d'hommes, et ont supprimé les infrastructures qui servaient à construire une armée de guerre conventionnelle à grande échelle. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997. Dans ces années-là, effacer le service militaire, en Belgique, en Espagne, en Slovénie, en Italie, en Pologne, en Suède, en Allemagne, à la place... une armée de métier. C'est en 1992, à cette époque de confiance réciproque, qu'est créé le Conseil des États de la mer Baltique, aujourd'hui présidé par l'Allemagne, pour promouvoir l'identité de la région et stimuler les échanges commerciaux. Dès sa création, la Russie y a toute sa place, et ce, jusqu'à son retrait en mai 2022. Il y a alors comme un rêve de reconstituer ce que fut la Hanse au Moyen-Âge, cette association des villes marchandes qui a entretenu durant 3 siècles la prospérité et l'équilibre de la région tout entière, jusqu'à Novgorod, au cœur de la Russie. En effet, la situation il y a 30 ans dans la région de la mer Baltique était très différente. Nous étions justement dans la période qui suivait la fin de la guerre froide, la chute du rideau de fer. Et c'est pour cela que le Conseil des États de la mer Baltique a été créé, pour répandre la démocratie, la paix, la stabilité, les droits de l'homme dans la région de la mer Baltique. C'est aussi en 1997 qu'on commerce sans hésitation avec la Russie, ce nouveau partenaire si fiable. Sous l'impulsion du chancelier Gerhard Schröder et de Vladimir Poutine, est conçu un très ambitieux projet énergétique, Nord Stream, dont les travaux démarreront en 2005 et grâce auquel la Russie livrera son gaz à l'Allemagne et à toute une partie de l'Europe. Ce gazoduc de 1200 km va parcourir les profondeurs de la mer Baltique. Il sera inauguré en 2012 sans que personne ne s'interroge sur la nouvelle dépendance européenne au gaz russe. Parce que la sécurité énergétique est un des fondements de nos économies, l'Europe doit diversifier ses sources et ses voies d'approvisionnement. La création de ce nouveau gazoduc répond à cet impératif. Durant toutes ces années, la France et l'Europe tout entière ne craint plus la Russie, ce qui n'est pas du goût de Vaira Vaike-Freiberga, présidente de la Lettonie entre 1999 et 2007. Je me rappelle les conversations avec M. Chirac et je lui disais, Monsieur le Président, vous avez une vision bien romantique de la Russie. Et il a reconnu, franchement, il avait une vision romantique de la Russie. Et ce qui l'attirait, c'est qu'il partageait avec la Russie l'idée de grandeur et de culture. Et M. Poutine, évidemment, avait joué de cette corde sensible. Quasiment chaque fois qu'il avait rencontré Poutine, il était plus sympathisant envers la Russie que jamais.
Les pays de la Baltique tirent le signal d'alarme et ne sont guère écoutés. Ils vivent à proximité des Russes et ont en général un certain discernement. J'avais une rencontre avec M. Poutine sur territoire neutre, alors littéralement sur le territoire de l'Autriche, où il était allé avec sa famille faire du ski et aussi acheter 3 avions de chasse à l'Autriche, au gouvernement autrichien. Et déjà, dès cette première rencontre, il avait indiqué comme quoi il considérait que c'était une grande tragédie qu'il y ait une frontière entre nos deux pays. Et je lui ai répondu que si vous voulez, la fin de l'Union soviétique, c'était pour lui une catastrophe, mais pour moi, le jour le plus heureux de ma vie, et pour beaucoup de mes compatriotes pareillement. La situation va se dégrader sans que grand monde voie le coup venir. Après cet enthousiasme initial des années 1990, où nous nous sommes vraiment concentrés sur la collaboration, le fait de tisser des liens et de nous réunir à partir des années 2000, la mer Baltique est redevenue un lieu de tension géopolitique. C'était le lieu où la Russie rencontrait l'Union européenne et l'OTAN, et c'était la source des tensions géopolitiques. Les dirigeants russes ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas satisfaits de la dissolution de l'Union soviétique et ont commencé à remettre en question les frontières qui avaient été convenues. À quand remonte la douche froide? Cela a vraiment commencé en 2014, après l'annexion illégale et l'occupation de la Crimée par la Fédération de Russie et au début de la guerre dans le Donbass. Et, comme vous le savez, cela dure depuis 8 ans. Je remonterai personnellement plus loin dans le temps. J'étais au siège de l'OTAN en 2008, lorsque la guerre entre la Russie et la Géorgie a commencé. Bien sûr, il y a eu des discussions pour savoir qui avait provoqué qui. Mais vous avez certainement déjà pu constater le niveau d'agressivité russe envers ses voisins. C'est une image qu'on croirait sortie d'un autre temps. Celle de ces fermiers géorgiens apeurés, fuyant en calèche l'avancée des chars russes. Ouais, on va prendre Tbilissi, on va tout prendre. La Russie gagne toujours. Aidez-nous, crie cette femme. Qu'avons-nous fait de mal pour mériter ça? Après 2008 et 2014, la réaction de l'Union européenne aux agressions russes a été trop faible, y compris en ce qui concerne leurs liens énergétiques. Essayez d'imaginer un instant. Si les sanctions actuelles avaient été appliquées alors que la Russie occupait partiellement la Géorgie et montrait pour la première fois qu'elle remettait en cause le droit international. Et nous connaissons le résultat, bien sûr. L'agresseur voit que l'agression paie. Il n'y a pas de conséquences réelles, et cela amène les Russes à penser « on va retenter ». L'annexion illégale de la Crimée a certainement été un signal d'alarme pour mon pays, comme pour la plupart des autres pays européens et pour l'Alliance dans son ensemble. La Suède a pris une nouvelle décision majeure en doublant son budget de défense par inquiétude de ce que nous avions vu se produire en Crimée et aussi avec une attention renouvelée pour la défense territoriale. En 2015, par exemple, la Suède a décidé que nous devions maintenant développer 2 nouveaux sous-marins afin de patrouiller la frontière orientale et la mer Baltique. En Suède, le service militaire avait été supprimé en 2010. Mais il est rétabli 7 ans plus tard. L'île suédoise de Gotland devient un vaste théâtre d'opérations. Provocateurs et menaçants, les Russes violent régulièrement son espace aérien. L'État suédois, en réponse, multiplie les démonstrations de force.
Gotland a toujours eu un emplacement stratégique au niveau de la mer Baltique. Si on contrôle Gotland, on peut influencer à bien des égards à la fois le trafic maritime et, dans une certaine mesure, le trafic aérien qui a lieu dans la mer Baltique. L'île de Gotland est à la portée des missiles russes qui se trouvent à Kaliningrad. Et de même, depuis Gotland, des armes de longue portée peuvent atteindre Kaliningrad. Ici, à Gotland, nous avons pensé que c'était une erreur que Gotland soit démilitarisé au début des années 2000. Mais la confiance était très forte. On pensait que la Russie voulait vraiment emprunter une voie démocratique. Et pourtant, on avait une attitude très négative face au retrait militaire de Gotland. Les habitants de l'île saluent maintenant la décision d'avoir à nouveau l'armée sur notre territoire. La société civile a besoin de nous pour la défendre, mais nous dépendons aussi du soutien de la société civile en cas de crise ou de guerre. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le phénomène a pris une ampleur saisissante. Que ce soit en Suède, en Norvège ou en Finlande, partout des ligues de défense territoriale se sont formées et des volontaires ont répondu à l'appel. L'armée peut compter sur une foule de citoyens prêts à se battre dès maintenant. Je m'appelle Christer Wingren, j'ai 56 ans et je travaille comme professeur dans un lycée à Gotland. Je m'appelle Julia, j'ai 22 ans. Depuis l'invasion de l'Ukraine, notamment, j'ai senti que je ne voulais pas rester les bras croisés à ne rien faire. 5 patroner, egen takt, rikta mitt i figuren. Eld! C'est le sens du devoir. Johan Carlson, je suis commandant et je suis chef du bataillon de la réserve à Gotland. Ici à Gotland, on compte 350 soldats. Nous avons 3 compagnies. Notre tâche est de monter la garde et de protéger les endroits clés. Cela peut être des bâtiments et d'autres choses, civiles comme militaires. Une autre mission consiste à surveiller et à contrôler tout ce qui se passe sur l'île. Et signaler des choses inhabituelles comme par exemple des plaques d'immatriculation de véhicules qui ne circulent pas en général sur l'île. Nous savons en gros où se trouve chaque arbre et chaque maison. Nous sommes stationnés sur l'île et nous connaissons ses résidents. Il y a toujours eu une petite peur du russe sur Gotland. La peur des Russes, en Suède, a même droit à une place dans le dictionnaire. On l'appelle très officiellement la riskak. On voit ressurgir, venant de loin, de très loin, une vieille aversion envers la Russie et son expansionnisme. Dans les mémoires collectives et nourrissant l'angoisse, la Grande Guerre du Nord. Un conflit en 1700 et pendant 20 ans, qui pour aller vite, opposa la Russie de Pierre le Grand à la Suède et qui affirma la Russie victorieuse comme principale puissance en mer Baltique et acteur déterminant dans les affaires européennes. Autre traumatisme, la guerre d'hiver, qui vit en 1939, les hommes de Staline envahirent la Finlande. Pour les Finlandais, ce que vivent aujourd'hui les Ukrainiens évoque immanquablement ce qu'ont vécu leurs grands-parents au cours de cette guerre emblématique. La résistance acharnée des Finlandais frappe les esprits. Ils luttent à 1 contre 4 face à l'armée rouge. Disproportion héroïque et victoire de la Finlande. Un désastre colossal pour l'armée rouge après une centaine de jours de combat. Malgré sa victoire, la petite Finlande sait à quoi s'en tenir face à son puissant, très puissant voisin. Et on invente pour décrire son positionnement prudent le terme de finlandisation. Le pays déclare sa neutralité. Est-ce vraiment pour la Finlande une victoire si nette que cela ? Sa longue frontière avec la Russie la contraint alors à ne jamais défier la puissance de son voisin. Mais en échange, la Finlande gardera sa souveraineté.
tout en conservant active son armée. On ne sait jamais. Après son adhésion à l'OTAN, les cartes sont redistribuées aux grandes dames de la Russie. Nous avons 1300 km de frontières communes avec la Russie, ce qui signifie qu'il y a de nombreux sujets d'ordre pratique dont nous discutons sur une base régulière. Les circulations de personnes, de biens, l'environnement et d'autres choses encore, que nous évoquons bien sûr constamment avec la Russie. Et cette coopération s'est bien déroulée depuis la fin de la guerre froide. Et en fait, même pendant la guerre froide. Il convient toutefois de noter que la Finlande n'a pas réduit son budget de défense depuis la fin de la guerre froide. Nous n'avons pas non plus abandonné le service militaire obligatoire. Et donc, nous avons toujours notre propre système d'autodéfense solide et crédible. Et il ne s'agit pas tant de disposer d'un équipement technique, même si nous sommes en train de renouveler notre flotte de chasseurs à grands frais, que d'avoir la capacité de mobiliser une réserve entraînée de 280 000 soldats. Ce qu'aucun pays européen, même plus grand, n'est en mesure de faire. Que ce soit en Finlande ou dans les pays baltes, les frontières sont bien gardées. Mais, comment dire, elles sont un peu poreuses et ne reflètent pas toujours l'origine des populations locales. Des millions de Russes implantés dans ces territoires au temps du communisme y sont restés. Anciennement ville russe, Narva a été coupée en deux et une ligne bien marquée sépare dorénavant la Russie de l'Estonie. Narva est une ville particulière, un lieu spécial à la frontière de deux mondes. L'Europe commence à Narva. C'est la porte d'entrée de l'Europe et une ville où l'on parle russe. Narva est la ville la plus russophone de l'Union européenne. Parlant estonien, je fais partie d'une petite minorité. 96% des habitants sont russophones. Il faut bien comprendre que moins de la moitié des habitants sont des citoyens estoniens et qu'un habitant sur trois est un citoyen de la Fédération de Russie. C'est ce qui rend la ville si difficile à appréhender politiquement. Dans tous les pays baltes, la même problématique d'intégration des russophones hante la société. Ils vivent en général dans les quartiers les moins privilégiés. Cela a certainement été la volonté et le souhait de la Russie de garder des populations russophones dans toute l'Europe, pas seulement dans les pays baltes. L'Allemagne, par exemple, compte 2 millions de russophones. La Russie est parvenue à garder les personnes âgées dans sa sphère d'influence médiatique, mais pas les plus jeunes. Ceux qui sont venus ici pendant l'ère soviétique ne savaient pas du tout qu'ils venaient dans un autre pays. Et certains ont encore une très bonne opinion de Poutine. Mais c'est une petite minorité. La jeune génération ne le pense certainement pas. La plus grande erreur que nous pourrions commettre en ce moment est de suspecter que tous les russophones soutiennent le régime de Poutine. Ce serait très dommageable aux relations entre les gens ici en Estonie. Nous ne ferons certainement pas cette erreur. À Riga, capitale de la Lettonie, on peut se rendre en train jusqu'à Moscou. Comptez une nuit de voyage. Aujourd'hui, les russophones sont ici environ 450 000 pour plus d'1 million d'habitants lettons. Les confrontations sont monnaie courante. Dans une école communale de Riga, une institutrice milite pour l'apaisement. Mes élèves ont participé à un concours et l'ont remporté. Ils ont représenté l'intégration comme une salade de fruits, avec des pommes, des ananas, des kiwis, de tout. Plusieurs composants différents qui s'intègrent dans une salade, chacun ayant sa propre saveur. Ensemble, nous nous intégrons tous et créons une nouvelle société, notre société lettonne.
Il y a des Russes qui disent à voix haute que le régime de Poutine est totalement injuste et inacceptable. Et il y a ceux qui aimeraient se prononcer, mais qui ont peur que ça se retourne contre eux, et aussi contre les Russes qui sont ici, étant donné l'attitude générale envers les Russes. En Finlande, c'est 100 000 russophones qui sont installés depuis des générations. De la capitale Helsinki, on peut aller à Saint-Pétersbourg en bateau. Comptez 14 heures. La grande majorité des Russes vivant en Finlande sont des Russes de la classe moyenne qui ont déménagé ici pour une raison ou une autre. Ils sont peut-être tombés amoureux d'un ou d'une Finlandaise, se sont mariés ou sont venus pour travailler. Nous avons toujours eu des Russes. Nous sommes proches de la Russie. Nous partageons une frontière de 1300 km. Bien sûr, il y aura toujours des Russes qui s'installeront ici. La plupart des Russes vivent une vie parfaitement normale en Finlande. C'est triste de constater que le racisme à l'égard des Russes et des russophones s'est déjà accru en Finlande. Les tensions avec les russophones sont fréquentes. Ce qui se joue à Tallinn, en Estonie, est éloquent. Cette statue de bronze à la mémoire des soldats soviétiques tombés durant la Seconde Guerre mondiale était considérée par les russophones comme le symbole de la victoire contre le nazisme, mais perçue par les Estoniens comme la représentation de l'occupation soviétique, donc du mal. Planté en plein centre-ville, le gouvernement décida de déplacer le soldat russe en 2007 dans un endroit moins exposé, le cimetière militaire. Résultat, ressentiment chez les russophones d'Europe qui se sentent humiliés. Les rancœurs sont attisées. Mais qui manipule qui? Bien sûr, le gouvernement russe a organisé des manifestations, a profité de ce moment pour échauffer les esprits et former des comités de défense. Résultat, ça s'est transformé en émeute, une fois que le soldat de bronze a été démonté. Et pile au même moment, les cyberattaques russes ont commencé. Mais comme c'est dans le cyberespace, vous pouvez pirater des ordinateurs depuis n'importe où dans le monde. Donc, les attaques semblent venir de partout, mais elles ont été dirigées depuis la Russie contre l'Estonie. Paralysie des services publics du pays et de tout le système ferroviaire, électrique ou bancaire. Attaque particulièrement ciblée, l'Estonie ayant tellement investi dans le numérique. En 1999, le Premier ministre Mart Laar a donné instruction à ses équipes d'identifier des domaines d'activité à forte valeur ajoutée pour notre économie, dans lesquels l'Estonie pourrait jouer un rôle prééminent. L'un de ces secteurs était le génie génétique. Le deuxième fut les services numériques. En termes de souveraineté, une cyberattaque contre la nation est une violation de la souveraineté nationale. Il a donc fallu engager une nouvelle réflexion, prendre des décisions, appeler nos partenaires à l'aide, lancer de nouvelles initiatives politiques au sein de l'OTAN et auprès de nos alliés pour traiter les cybermenaces de manière plus appropriée et les surmonter. En 2008, à Tallinn, en Estonie, est créé en collaboration avec l'OTAN le Centre d'excellence pour la cyberdéfense, qui devient une organisation militaire internationale pour contrer les attaques informatiques de la Russie. L'Estonie, première victime de la guerre informatique, est devenue leader mondial de la défense du numérique. La guerre contemporaine peut prendre 1000 visages. Cyberattaques, désinformation bien sûr, mais aussi corruption, comme ici en Finlande. La Russie s'est toujours ingérée dans les affaires de la Finlande en tentant d'influencer sa politique intérieure et ses prises de position. Ce n'est pas nouveau. Nous ne surveillons pas seulement l'argent russe blanchi en Finlande, nous devons faire attention à ce que les Russes ne financent pas des politiciens ou des partis en Finlande. Nous devons vraiment faire attention à cela.
L'affaire la plus célèbre en Finlande est l'affaire dite de Airistonhelmi, où un homme d'affaires russe du nom de Pavel Melnikov a acheté une île et de nombreux biens immobiliers près de Turku. La police a organisé une vaste opération impliquant 200 hommes, ainsi que des représentants de l'armée. La police a donc fait appel à l'armée. Au cours de cette opération, l'espace aérien a été fermé pendant quelques heures. C'est là que tout le monde a compris que quelque chose d'exceptionnel était en train de se passer. Il s'agissait clairement d'une opération politique, dans le sens où on a voulu envoyer un message au Kremlin. Nous savons ce qui se passe à l'intérieur des frontières de la Finlande et nous surveillons ce qui se passe ici. C'était un message politique, selon moi. Les îles de Turku, les îles sont proches de ces couloirs profonds où passent les gros navires. Ils ont une importance stratégique. Mais ce n'est pas qu'une question d'importance stratégique. Lorsque la police a enquêté et que les militaires se sont rendus sur place, on a fait état de la présence de divers types de dispositifs d'écoute et d'autres technologies. Il faut encore vérifier cette information, mais ce n'est pas seulement un endroit stratégique. Ce qui s'y faisait est très important. La Finlande et ses voisins sur écoute. En 2014, le monde a été pris au dépourvu. La Russie semblait dominer toute la sphère de l'information. Il pouvait manipuler l'opinion mondiale comme il le voulait. Et les gouvernements occidentaux semblaient impuissants à convaincre les citoyens de ce qui se passait réellement. Les Russes, eux, étaient vraiment doués. Maintenant, en 2022, je suis vraiment heureux de voir qu'avec le leadership des États-Unis et l'aide de très bonnes agences de renseignement et la publication de leurs recherches au moment propice, nous battons la Russie dans la guerre de l'information. C'est super important. Personne dans le monde libre ne croit plus aux messages russes. Le monde libre aurait donc gagné. De Berlin à Stockholm, de Riga à Helsinki, de Tallinn à Vilnius, la guerre semble bien loin. Ah, les rives de la Baltique, corps gorgé de soleil, envie de vivre en paix, glace à la vanille et roudoudou. Mais marche-t-on sur une plage de sable fin ou sur un champ de mines? Et voilà qu'advient l'inouï, le 24 février 2022. Je pense que non seulement l'Europe, mais peut-être le monde entier, parlera d'un avant le 24 février et d'un après le 24 février. Après le 24 février, nous comprenons qu'il n'y a probablement jamais eu d'intention du côté russe de vouloir contribuer activement à la recherche de solutions pacifiques. Il est clair qu'on ne peut pas faire confiance à une Russie avec un tel Poutine. Il a montré à plusieurs reprises de quoi il était capable, encore récemment, avec cette invasion brutale de l'Ukraine. Contradiction constante, aucun respect pour les traités internationaux qui ont été signés par les pays. On ne peut pas croire un mot de ce que dit la Russie, finalement, que ce soit sous un dirigeant comme Staline ou sous un dirigeant comme Poutine. Indignation particulièrement dense de la Finlande à l'Allemagne, des pays baltes à la Pologne. À Riga, en Lettonie, pour se rendre à l'ambassade russe, il faut dorénavant atteindre, après bien des obstacles, l'artère nouvellement rebaptisée rue de l'indépendance ukrainienne. La guerre en Ukraine ébranle les économies, isole la Russie et fait se redessiner un symbolique rideau de fer. Les pays de la mer Baltique se tournent définitivement vers l'Europe et l'Amérique, laissant la Fédération de Russie s'abîmer dans une solitude inédite. Elle est désormais exclue d'une zone de chalandise de plus de 1,6 million de kilomètres carrés.
En ce qui concerne les contacts avec la Russie, ils ont été mis en pause. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun contact avec les villes russes. Et actuellement, le passage est bloqué pour les navires russes. Nous n'achetons plus de marchandises russes, ni ne commerçons avec leurs devises et leurs banques, etc. La Russie est plus fermée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque soviétique. Avec la fermeture de la frontière, les gens ont commencé à moins se déplacer ou à ne plus bouger du tout. De fait, les habitants de Narva ne profitent plus de la vodka, des cigarettes et de l'essence bon marché. Narva n'est plus une ville passerelle, mais une ville cul-de-sac, à la limite de l'Europe. La guerre en Ukraine a apporté de grands changements dans l'identité de Narva. Alors, comment Narva y fera face? L'avenir nous le dira. Après la guerre d'agression russe, nous avons constaté que ce que nous faisions jusqu'à présent en matière de politique de sécurité ne suffisait pas. En tant que plus grande économie d'Europe, nous devons également assumer nos responsabilités dans le domaine de la sécurité et investir davantage dans nos forces armées. Et on trouve même à Berlin de tout nouveaux bureaux de recrutement. Et pour être honnête, encore en janvier, en tant que politicienne écologiste, je n'aurais jamais imaginé que j'allais prononcer de tels propos avec une telle conviction. Mais la situation géopolitique a changé. Nous sommes menacés par notre grand voisin de l'Est. Et nous devons y réagir de manière appropriée. C'est pourquoi nous devons aussi diversifier nos relations économiques et coopérer davantage avec d'autres pays dans le monde. Et ce n'est en effet pas facile pour l'économie allemande parce qu'il y a eu une dépendance très unilatérale, surtout dans le domaine de l'énergie vis-à-vis de la Russie ces dernières années. À propos d'énergie, Nord Stream le retour, à savoir Nord Stream 2. Ce nouveau gazoduc initié en 2018 promettait de doubler la capacité d'approvisionnement de l'Allemagne en gaz russe. Raté. Et nous avertissions nos amis occidentaux, en particulier les amis allemands, que ce n'était pas un projet économique du côté russe, que c'était un projet géopolitique afin de s'assurer que l'Europe occidentale ne puisse plus se passer d'énergie russe et que nous serions contraints de l'acheter quel qu'en soit le prix, politiquement, militairement et autrement. Il est très clair que Nord Stream 2 était une erreur stratégique. En tant que Verts, dont je fais partie, nous avons toujours vu ce projet d'un œil critique. Nous l'avons accompagné d'un œil critique et je pense aussi que ceux qui ont fait avancer le projet sont maintenant parvenus à la conclusion que c'était une erreur stratégique de compter sur les livraisons d'énergie russes et de se rendre aussi dépendants. Cela a conduit aujourd'hui à de nombreux stranded assets, c'est-à-dire à des investissements littéralement noyés dans la mer Baltique, ce qui est vraiment regrettable. En septembre 2021, la construction de Nord Stream 2 est achevée. L'euphorie est de courte durée. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, le couperet des sanctions tombe et Nord Stream 2 SA est contraint au dépôt de bilan. Et donc, en gros, l'Europe s'est comportée en toxicomane, devenue accro à un flux continu de drogue russe bon marché. Et maintenant, nous sommes en mode détox. Ce sera dur, ce sera long, ce sera coûteux. Une mer Baltique solidaire et prospère serait-elle en train de s'évaporer et le rêve d'une nouvelle anse avec? Le Conseil des États de la mer Baltique avait tenté d'instaurer, non sans mal, un dialogue communautaire, notamment avec la Russie. Avec la guerre en Ukraine, tout a volé en éclats. Pour l'instant, les États membres ont pris la décision de suspendre la Russie dans ses droits de membre et la Biélorussie dans ses droits d'État observateur. Qui l'emportera? Non, décidément, la fin de l'histoire n'est pas pour demain.
21 juin 2022, la Lituanie bloque le fret circulant entre Moscou et Kaliningrad. Les Russes promettent des représailles. Qui sait dans les mois qui viennent dans quel état sera le monde? L'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande mettra-t-elle le feu aux poudres? Les 3 pays baltes pourront-ils conserver leur souveraineté? La défense des russophones d'Europe sera-t-elle un argument pour provoquer une intervention du Kremlin? La guerre informatique n'est-elle vraiment plus qu'un vieux souvenir? La fin de Nord Stream va-t-elle créer une récession écologique avec la réouverture des mines de charbon? Mais surtout, la région retrouvera-t-elle stabilité et cohérence en renouant un jour le dialogue avec la Russie, aujourd'hui grande pièce manquante du puzzle baltique?